Donc on va reprendre notre mini-cycle de conférences. Ce soir, on a considéré, parmi nos intervenants de la grande soirée de ce soir, Philippe de Sertine va venir faire une petite intervention. On a prévu entre 30 et 45 minutes, plus des échanges et des questions. Philippe, tu as actuellement sorti un ouvrage qui s'appelle Le Grand Basculement, édition Robert Laffont, c'est important de citer les éditeurs, des formations professionnelles. Je vais te laisser prendre place, on ne va pas faire plus long. Tu me dis 30 ou tu me dis 45? Parce que tu sais, moi je prends. On fait 30 ou on fait 45? C'est vous qui voyez. Ben, on va voir à ce moment-là. Hein. Tu sais, c'est comme les radios crochets, au bout de 10 minutes, vous me dites, hop, on sort. Donc je lance quand même le chronomètre. Donc vraiment ravi d'être ce soir parmi vous à Toulouse. Vraiment ravi d'évoquer avec vous la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui d'un point de vue économique, qui est une situation absolument incroyable, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire économique, ni récente, ni lointaine. Jamais. On n'a strictement aucune référence de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est pas négligeable à dire à des chefs d'entreprise, parce que ça signifie que votre expérience ne sert à rien. Vous êtes chef d'entreprise justement parce que vous avez de l'expérience normalement, parce que vous avez réussi quelque chose. Ben là, c'est une situation incroyable. Votre expérience ne sert à rien, et je vais même aller plus loin. Elle risque de vous faire des bêtises. Bon, assurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, parce que du sommet, on va dire, de l'économie, de l'État, jusqu'à la base, tout le monde est pareil. Tout le monde est en train de se rendre compte qu'on doit improviser au quotidien, et que peut-être même encore plus fort, ce qu'on faisait avant doit être exactement l'inverse de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans la critique de ce que doit faire un chef d'État ou pas, parce que là, ce n'est pas l'objet. Et à la limite, on est presque en campagne électorale. Enfin, on est quasi, parce qu'il y a des gens qui sont quasi déclarés candidats, puis qui ne sont pas réellement candidats. Mais enfin, bon, bref, ce n'est pas le moment de faire de la politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est regarder du point de vue des décisions concrètes. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, nous sommes confrontés à deux phénomènes que nous ne connaissions plus, allez, on va dire connaissions plus, la croissance et le plein emploi. Et que lorsqu'on est en train de dire ça, vous voyez, on a l'impression qu'on est en train d'annoncer des nouvelles formidables. Vous êtes en train de me dire, ah ben ça va être vraiment une intervention optimiste. Et je vais vous dire que quand vous êtes sur le terrain en ce moment, vous voyez des gens avec des plis soucieux sur le front, qui d'ailleurs n'arrivent même pas à exprimer ce que je suis en train de dire. Ils disent, je ne vais pas rentrer chez moi en disant que j'ai des difficultés à gérer la croissance, de quoi j'aurais l'air. Ça fait des années qu'on dit on a des problèmes, la croissance est faible. Là, on a une croissance à 6,7% cette année. Et ben, c'est super compliqué. Mais je ne le dis pas. Et pourtant, c'est super compliqué. Si vous le ressentez, et d'ailleurs, évidemment, vous avez probablement un peu de fatigue parce que l'année dernière, vous avez géré une pandémie, vous avez géré une situation d'arrêt de l'économie, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qui au départ vous a probablement donné des sueurs froides, je veux dire au départ, c'est-à-dire du 18 mars quasiment à fin avril. On se disait, mais comment je vais survivre ? On a essayé d'oublier ça maintenant, parce que les mauvais souvenirs, on a tendance à évidemment essayer de les effacer. On a peur d'ailleurs parfois qu'ils reviennent un peu vite. 5e vague, oulala, on dit, ça veut dire quoi ? C'est un autre confinement ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme on avait fait ? Après, vous avez eu effectivement ces interventions complètement incroyables, complètement folles, de l'État, des banques centrales, qui disent, bon, bah, on distribue l'argent, on fait fonctionner la photocopieuse à billets, parce que si on ne fait pas ça, tout s'effondre. Alors attention, il ne faut pas confondre, ça ne veut pas dire que l'État intervient. L'État, il peut intervenir que s'il a de la richesse derrière. Là, il n'a pas du tout été question de distribuer de la richesse, il n'y en avait pas. On a fait des faux billets, et maintenant on dit aux entreprises, dépêchez-vous de mettre de la richesse en face. Parce que s'il n'y a pas de richesse en face des faux billets, bah, ça reste des faux billets. Si les entreprises font de la richesse en face de la dette, de l'argent qu'on a créé, eh ben, ça devient du vrai argent. Ça redonne confiance à l'économie. Ça redonne confiance à l'ensemble des acteurs économiques et en particulier à ceux dont on va avoir besoin énormément dans la période qui vient, qui s'appellent les investisseurs. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer à investir ? Le message qu'on veut faire passer, c'est investissez. Parce que la croissance de demain, vous connaissez le mot de Helmut Schmidt, la croissance de demain et les emplois d'après-demain, ce sont les investissements d'aujourd'hui. Pour investir, il faut avoir confiance. Pour avoir confiance, il faut se dire que, on a de la vraie création de richesse, des patrons d'entreprises qui sont aujourd'hui en train de dire « Waouh, on gère la croissance ». Et deux, évidemment, qu'on ait un système qui soit à peu près cohérent, y compris un système monétaire et financier. C'est-à-dire que cette monnaie qu'on a créée parce qu'il y avait du Covid, parce qu'on était dans une situation incroyable, bien cette monnaie elle a été absorbée par la croissance des vraies entreprises ensuite.
Donc, lorsqu'on est en train de vous dire que c'est compliqué de gérer la croissance, c'est donc quelque chose évidemment qui nous concerne, qui vous concerne, mais qui concerne tout le monde et nous en particulier économistes. On a besoin de patrons super dynamiques qui nous disent « j'arrive à gérer la croissance ». Et donc, alors peut-être il faut regarder le truc qu'on n'arrive pas à gérer justement en ce moment, ou en tout cas celui qui pose de plus en plus problème du point de vue de cette croissance. C'est quoi? Ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion de la main-d'œuvre. C'est quelque chose d'incroyable que vous entendez partout en France, que vous soyez à Rennes, que vous soyez à Marseille, que vous soyez à Toulouse, que vous soyez à Strasbourg, que vous soyez à Lille ou à Paris. Je ne trouve pas les ressources humaines dont j'ai besoin. À ça, le téléphone avec les clients, il sonne sans arrêt. Les clients sont même extrêmement exigeants en me disant « vite, vite, j'ai besoin que vous me fassiez mon service, que vous me produisiez mon produit. J'en ai besoin en urgence. » Surtout d'ailleurs si je suis dans le B2B. Parce que là, effectivement, le client, il a la pression du marché final. Et il dit « quand je suis en train de chercher les ressources, je ne les trouve pas. » Alors on est toujours avec des pénuries de ressources physiques. Vous voulez chercher de quoi alimenter vos chaînes lorsque vous produisez de la production réelle, vous ne trouvez pas. Vous avez besoin de semi-conducteurs, vous trouvez encore moins. Là, on est quand même avec un chômage technique pour le monde automobile français, par exemple, dont on dit qu'il va durer des semestres. Des semestres. Les gens sont remis au chômage technique jusqu'à un niveau, du point de vue des très grands groupes automobiles, jusqu'à un niveau N+3. C'est-à-dire on est en dessous du vice-président exécutif. Ils sont au chômage technique chez PSA. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de composants, ils n'ont pas de semi-conducteurs. Évidemment, là, on garde un œil. Oui, donc je vous ai dit que j'étais super optimiste, donc j'en profite pour vous donner des nouvelles, en tout cas pour vous donner des avertissements légèrement moins optimistes. On garde un œil quand même sur la problématique Taïwan. Vous n'avez pas vu la couverture d'un hebdomadaire, Le Point pour ne pas le nommer, de cette semaine? États-Unis, Chine, on est quasiment à la guerre. La guerre, on sait très bien où elle aura lieu, c'est Taïwan. Et pourquoi Taïwan intéresse les Chinois? Parce que Taïwan, c'est le premier producteur de semi-conducteurs du monde. Et qu'aujourd'hui, effectivement, les semi-conducteurs, c'est pratiquement plus important que le pétrole. Et là, effectivement, on voit qu'on est en pénurie absolue. On voit que l'industrie mondiale est en train de tousser à cause de ça. Donc, il est évident que ça, c'est une vraie motivation pour lancer, on va dire, une aventure guerrière. On espère que ça ne va pas se produire. Il est évident que si ça arrive, ça modifiera un tout petit peu mon discours extrêmement optimiste de ce soir. Vous entendez, oui, bon, il est extrêmement optimiste, mais c'est quand même des limites. Mais oui, non, je vous assure, je vais essayer de finir encore plus optimiste que par quoi j'ai commencé. Donc, j'ai du mal à trouver de la matière première, j'ai du mal à trouver des produits intermédiaires, et j'ai un mal fou à trouver de la ressource humaine. Là, je crois vraiment, effectivement, qu'on doit voir à quel point, nous, en France, vous, chefs d'entreprise français, on est en train de changer notre logiciel. Depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Depuis Pompidou, vous voyez, qui était en train de dire la France ne supportera pas 500 000 chômeurs. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a supporté. Elle a même supporté au-dessus. Enfin, supporté, d'ailleurs, oui. Est-ce qu'elle a vraiment supporté? Mais enfin, en tout cas, on les a eus. Ça, il n'y a aucun doute. Depuis Pompidou, on n'avait plus connu cette situation où, en fait, le problème, ce n'est pas le chômage. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas les gens. On arrive même à avoir une baisse du chômage inattendue. Bon, en France, même quand vous êtes en plein emploi, vous avez quand même du chômage. Bon, on est le seul pays comme ça, voilà, on va dire. Si vous avez des questions là-dessus, éventuellement, j'y répondrai. Et encore, en arrêtant le micro et en vous demandant de ne pas enregistrer. Mais néanmoins, quand le chef d'entreprise, il est aujourd'hui en train de regarder la situation, il dit, il n'y a pas de doute, je suis dans une situation que je n'ai jamais connue, c'est-à-dire de plein emploi partout. Le plein emploi partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'arrive pas à recruter. Mais ça veut dire que je commence à craindre par rapport à mes propres équipes. Et là, tous les chefs d'entreprise dans cette salle doivent bien entendre ça. C'est-à-dire que ce que moi je vois partout en France, dans les chefs d'entreprise que je rencontre, c'est des augmentations de salaire préventives. Parce que mon concurrent vient de se faire piquer la moitié de ses équipes. Et que par conséquent, je vois bien que si je suis bon parce que les clients m'appellent, la preuve, donc ça veut dire que j'ai surconnu, ça veut dire que tout le monde est en train de dire « Oula, il a les gens qui m'intéressent, parce que non seulement je vais l'empêcher de répondre à ses clients, mais je vais même pouvoir lui piquer en lui reprenant les équipes qui sont les siennes. » C'est ça le début de situation que nous vivons en ce moment. Alors je vais vous dire, il y a plein de pays qui ont connu ça en 2019, 2018, 2017. Notamment les États-Unis. Les États-Unis, à un moment donné, ils étaient à moins de 4% de chômage. On n'avait jamais vu ça depuis 1947. Et quand on regardait les statistiques, on disait, mais attends, vous êtes toujours à 3,7% de chômage entre 2019 et 2018, et il y a plus de gens au travail. Qu'est-ce qui se passe?
Vous avez fait rentrer des migrants. À l'époque, on me disait avec le président Trump, non, ça c'est sûr, c'est pas ça. Il n'y a pas eu de baby boom, donc c'est pas non plus l'augmentation de la population. Eh bien, c'était le fait que l'on commence à voir en France qu'on remettait au travail des gens qui étaient sortis depuis très longtemps des statistiques. C'est-à-dire, on avait tellement besoin de personnel à tous les niveaux, je dirais qualifiés jusqu'au non qualifiés, qu'on allait chercher vraiment tout le monde. En disant, écoutez, allez hop, on vous propose un contrat où là, vraiment, vous allez avoir intérêt à travailler. Et c'est ce qu'on avait vu aux États-Unis, ce qu'on commençait à voir en Allemagne, qu'on commence à voir en France. Situation absolument extraordinaire. Situation pour le chef d'entreprise qui signifie qu'effectivement, il doit se dire maintenant, ma problématique est complètement différente de celle que j'ai connue depuis 15, 20, 30 ans. Ce n'est plus dire, je crée de l'emploi, c'est dire, je préserve mes équipes et éventuellement, si c'est possible, je vais en trouver d'autres. Éventuellement, si je n'arrive pas à recruter, je commence à regarder les solutions pour externaliser. Vous voyez, dans l'agriculture, ici, dans le coin, dans le sud-ouest, je peux vous dire qu'on connaît ça depuis longtemps. Quand au moment des récoltes, parce que là, il ne faut pas traîner, on ne trouve pas le personnel non qualifié pour ramasser la récolte, eh bien, ça fait un moment qu'on va voir des sociétés espagnoles en leur disant « j'ai besoin de tant de personnes, pas de problème, je vous les amène ». Et là, vous avez dans vos champs, par exemple, des gens qui parlent espagnol avec un drôle d'accent. Oui, c'est pas étonnant. C'est par exemple des Équatoriens qui sont en Espagne depuis 2 ans, qui sont utilisés par ces entreprises de travail temporaire, qui les font tourner dans toute l'Europe pour faire les récoltes partout où il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Et bien ça, c'est le modèle agricole. Ça pourrait rapidement devenir le modèle de beaucoup de secteurs d'activité. Donc je commence à repérer. Là, tout à l'heure, on faisait une interview rapide en disant c'est quoi la qualité principale du chef d'entreprise dans une situation où la croissance est compliquée à gérer. La première qualité, c'est l'agilité. Et quand on dit l'agilité, c'est un mot de consultant, ça. Il faut que vous soyez agile. Oui, d'accord, ok, oui, j'ai un peu mal au dos. Ah oui, là, vous n'êtes pas agile, ça tombe pas bien. Non, agile, ça veut dire que je commence à envisager des solutions un peu extraordinaires, différentes de celles que je connaissais avant. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que vous êtes dans des PME, eh bien, vous devez vous dire, est-ce qu'il y a des gens qui me proposent de la main-d'œuvre externe à certains moments, lorsque je dois à tout prix répondre aux clients ? En sachant qu'une de mes problématiques dans ce cas-là, c'est avoir un souci de qualité suffisant pour que mon client ne soit pas déçu. Donc ça veut dire évidemment que la personne vers qui je vais externaliser ma problématique de recrutement, ça doit être quelqu'un qui va m'assurer un niveau de qualité suffisant. Pas évident, hein. Et là, c'est vrai qu'on commence à être dans des problématiques qui vont concerner plein de gens dans un secteur similaire. Au début, vous essayez de piquer les équipes du voisin, y compris de votre copain que vous avez rencontré à la réunion de la CPME, oh pardon, quel lapsus horrible, de la CPME à Toulouse le 18 novembre. Puis en fait, vous vous rendez compte que non, si on fait comme ça, on s'en sort pas. Et donc là, peut-être comme tous ensemble, vous commencez à dire, bon, il faut qu'on commence à regarder. Écoute, on va arrêter d'essayer de se piquer les équipes, mais on va peut-être regarder comment on peut faire appel à des nouvelles forces du point de vue des salariés que jusqu'ici, on n'utilisait pas. Bah oui. La méthode de l'agriculteur du 31 qui, depuis longtemps, lui, fait appel, comme son voisin, à des gens externes. Donc là, on est dans cette situation-là. Je le répète, c'est une situation qui est absolument inouïe. Vous aviez la page 1 des Échos hier dans laquelle on disait « on va développer la filière hydrogène ». L'État a décidé de mettre 9 milliards. Super. Ça va créer 100 000, 200 000 emplois. C'est une page à l'ancienne. Première page des Échos. On va créer 100 000, 200 000 emplois. Objection, votre honneur. Si tu les trouves. Eh oui, c'est ça que tu vas avoir comme problème. Là, tout d'un coup, effectivement, avant, on disait « Ah, on crée des emplois formidables. Ah, ben ça, c'est un beau projet, il crée des emplois. » On ne savait même pas ce qu'on faisait, mais c'est pas grave, s'il crée des emplois. On avait tellement un problème de chômage structurel qu'on disait « Tout va bien. » Et là, tout d'un coup, on vous dit non, hein, 100 000, 200 000, si tu les trouves. C'est-à-dire, tu mets 9 milliards, si ça se trouve, tu ne vas pas pouvoir développer. Tu as l'argent, tu n'as pas les gens. Et donc là, tu peux avoir un énorme problème. Page 1 des Échos, hier, vous aviez la filière hydrogène et tout en bas, la City n'arrive plus à recruter. C'est-à-dire en voyant quand même des gens qui mettent de la prime. Là, je peux vous dire que question hausse des salaires, ils sont prêts à y aller. Surtout qu'ils le font en livres sterling. Et donc, effectivement, là, ils n'ont pas véritablement de limite. Et bien, la City n'arrive plus à recruter des talents. Donc là, quand vous êtes en train de comparer les deux pages, vous êtes en train de dire non, le truc maintenant, c'est plus dire on crée de l'emploi, c'est de dire est-ce qu'on arrive à développer une filière en dépit du fait que je trouve personne. Évidemment, le problème n'est pas tout à fait identique. Là, on est d'accord que même quand vous êtes en train de regarder, par exemple, les autorités publiques ici sur la région, et que vous êtes en train de dire ah bah oui, bah là, vous voyez, j'ai une entreprise qui crée des emplois. Avant, là, le préfet est en train de vous dire oh, on vous aime beaucoup. Maintenant, il est en train de vous dire vous êtes sûr que vous allez les garder? C'est-à-dire, vous voyez, on est en train de changer de logiciel complètement.
Gérer la croissance, compliqué. Alors vous allez me dire, est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer? Je pense que ça va durer et que ça va même être de plus en plus compliqué. Et que donc on va avoir de plus en plus cette question absolument majeure, comment on gère la main-d'œuvre en Occident? C'est-à-dire pas que chez nous, partout. C'est quelque chose qui était commencé avant Covid, que Covid accélère de manière incroyable, d'autant plus évidemment que nous sommes aujourd'hui, on va dire, dans des situations avec une tension très très forte associée à cette croissance nouvelle qui est en train d'apparaître. Réflexion très importante à partir de Covid, c'est de dire, peut-être que là aussi, les gens, quand je veux les recruter, eh bien, ils ne cherchent pas simplement des augmentations de salaire. Ils cherchent du sens. Ils cherchent une définition différente. Alors, vous êtes en train de dire du sens, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois proposer? Qu'est-ce que je dois envoyer comme message pour arriver à recruter? Je ne parle pas que des jeunes, hein, là. Je parle vraiment de toutes les catégories d'âge. En disant, comment je fais pour vous intéresser à l'entreprise et à mon activité? Ben ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut inventer. Ça va être le grand thème de la réunion CPME de l'année prochaine, en disant comment arriver à proposer à des gens qui pourraient venir dans mon entreprise, qui ne sont pas forcément que jeunes et qui ne sont pas forcément qu'intéressés par une augmentation des salaires, comment je vais faire pour les garder? Ben ça, c'est aussi quelque chose de complètement nouveau dans lequel le chef d'entreprise va devoir rentrer. En attendant, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Ben, il a tendance à utiliser les vieilles méthodes. Les vieilles méthodes, c'est quoi? C'est l'augmentation des salaires. Ce que je disais tout à l'heure. J'augmente les salaires pour garder mes équipes. Je propose des salaires énormes pour faire venir les talents. Attention, heureusement, vous n'avez pas ce problème-là à Toulouse, donc je peux vous en parler en tant que, on va dire, moyen parisien. Même quand vous proposez des salaires énormes, par exemple à Neymar ou à Mbappé, vous n'êtes pas sûr de les garder. Et vous n'êtes même pas sûr qu'ils vont bien jouer. Quand je dis que vous n'avez pas le problème, c'est en rugby que vous n'avez pas le problème. Hein, en foot, non, pardon. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, c'est aussi là évidemment quelque chose dans lequel on rentre ça en disant, quand tu es effectivement avec des problématiques monétaires, il se passe quoi? Au passage, hein, vous savez comment, du coup, ils ont recruté Messi. Bon, en réalité, le problème se pose toujours pour savoir comment il va jouer, mais enfin, ça, c'est autre chose. Vous savez comment ils ont recruté Messi, Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, quand même, un État... Ben, je vais dire un État, non, un club, excusez-moi. Oui, bah si, un club financé par un État gazier. Ils ont financé par une crypto-monnaie. D'accord, hein, c'est la première fois que ça arrive, ça. Hein. Une crypto-monnaie, c'est-à-dire en disant, je sens bien que la monnaie, les gens commencent à avoir un peu peur, et donc on lui propose un truc complètement nouveau, une crypto-monnaie qu'on a créée autour du Paris Saint-Germain. Oui, non, attends. C'est pas qu'autour du Paris Saint-Germain, parce qu'effectivement, là, pour le coup, Toulouse FC peut créer une nouvelle crypto-monnaie. Elle aura un peu moins de succès. Là, vous avez un État gazier qui est en train de faire un premier essai de création d'une nouvelle crypto-monnaie sauvage par un club de foot. Et ça, pourquoi? Pour attirer du talent. Ah oui, quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à voir la cohérence, les éléments qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un changement très, très profond de modèle, là. Hein. On est dans quelque chose dont on sent que c'est l'amorce. Ça commence juste... Et on se demande jusqu'où ça va aller. Ce que ça va signifier quand moi, évidemment, un peu toute petite entreprise, 10 personnes, 3 personnes, je ne vais pas créer une crypto. Quoique, hein, non, il faudra que tu réfléchisses, il faudra que tu regardes quand même. C'est possible, hein, même avec des toutes petites structures. Mais évidemment, il faudra réfléchir parce que c'est quand même un tout petit peu de boulot de créer une crypto. Mais on est là dans ce grand changement. Alors donc, comme vous ne voulez pas créer de crypto, comme vous n'êtes pas encore avoir inventé le nouveau message qu'il va falloir faire passer aux personnes qui sont en dehors de mon entreprise et que je vais attirer parce que je vais leur expliquer des choses auxquelles elles ne s'attendaient pas, qu'est-ce que vous faites? Donc vous augmentez les salaires, on est d'accord. Et là, vous arrive évidemment le deuxième problème qu'on risque d'avoir à gérer très 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 fortement dans les entreprises françaises dans les mois qui viennent. Ça s'appelle inflation. Là aussi, hein, ça fait 13 années 70, très pompidolien. Hein, vous voyez les couleurs orange, enfin pour les vraiment jeunes, vous voyez les trucs. Non, vous ne voyez pas les sièges comme ça qui avaient une forme de diabolo et tout. Ça, c'est les années 70. Donc ça, c'était les sièges. Mais oui, les Saint-Étienne, hein, dans le foot, pour reprendre. Non, toujours pas. Non, ils sont vraiment âgés. Hein, non, pardon, vraiment jeunes. Donc effectivement, là, quand on parle des années 70, on voit revenir ce mot inflation. Et le mot horrible, encore plus, enfin, cette espèce d'acronyme qu'on avait créé, stagflation. C'est-à-dire de l'inflation qui casse la croissance. Oui, ça c'est possible. Parce que l'inflation, c'est quoi? C'est la perte de valeur de la monnaie, c'est-à-dire perte de repères monétaires. Et ce qu'on disait tout à l'heure, quand en fait tu sens plus la monnaie, tu n'as plus confiance dans le système. Et si tu n'as plus confiance, tu n'investis plus. Hein, c'est embêtant là pour le coup. Du point de vue de l'entreprise, donc l'inflation qui pourrait se transformer en stagflation, oulala, j'aime pas ça.
comment l'inflation aujourd'hui réapparaît dans le vocabulaire. Elle réapparaît, d'après les banquiers centraux depuis quelques jours, parce que nous avons une récupération de croissance associée à la pandémie. On a arrêté l'économie, on la relance, du coup, il y a une pression, c'est normal, tout le monde va acheter la même chose en même temps, donc ça fait monter les prix, mais ce n'est pas durable. Donc si vous envoyez le message qu'on a une petite montée des prix et que ce n'est pas durable, vous dites « je donne une prime énergie ». Vous voyez, c'est exactement le même message. Je donne une prime énergie, c'est-à-dire je ne veux surtout pas augmenter les salaires, parce que là, évidemment, c'est quelque chose qui sera plus durable. Mais je dis, ouais, il y a les prix qui augmentent un petit peu, je suis obligé de le constater. Bon, c'est vrai que quand je fais le gars très détaché, c'est pas tout à fait, si vous voulez, l'attitude des gens à l'Élysée en ce moment. Ils ont eu les gilets jaunes il y a 2 ans, hein. Donc ils sont un tout petit peu crispés. Hein. Regardez les prix augmenter et qui sentent que les gens commencent à s'agacer. C'est pour ça que là, ils ont réagi très très vite. Chef, enfin, ils disent pas chef, ils disent Manu. Manu, il faut qu'on propose une prime. Donc on a dit, bah, prime énergie, c'est un beau nom en plus. Énergie, tu vois, c'est positif, etc. Puis les gens vont comprendre, quoi. Ça leur paie leur énergie. Ouais, on met combien? Bah, 100 €. Hein, oui. Quand même, hein, tu as le pétrole, tu as le gaz, tu as l'essence de la voiture. Enfin, ça fait beaucoup quand même, hein, tu vois. Ouais, bon, écoute, 100 €, c'est l'hypothèse qu'on est dans une augmentation très temporaire. On finance comment? Non, mais ça, on s'en fout. On a la machine, la photocopieuse qui continue à tourner. Donc là, il suffit juste d'en mettre un petit peu, puisque c'est à peu près ça hein, qu'on est en train de dire à chaque fois. Non, pas de problème. On baisse les impôts, on augmente les primes. Bon, alors, et comment on fait? Bon, d'abord, les chefs d'entreprise, s'il vous plaît, vous créez de la richesse. Hein. Donc là, il va falloir bosser, les enfants. Il faut vraiment vous y mettre. Et puis, si ça ne suffit pas, eh ben, on fait tourner la planche à billets. Donc, effectivement, là, on y va franco. Enfin, franco, je ne sais pas si c'est un bon mot, là. Mais on y va vraiment de façon très forte. Donc, effectivement... Là, on dit, on envoie le message que l'inflation n'est pas lancée. Les banques centrales sont toutes en train de dire, c'est de l'inflation temporaire, on vous jure. Sauf si les salaires commencent à augmenter. Parce que si les salaires commencent à augmenter, ça veut dire que tous les coûts augmentent. Et ça veut dire que votre salarié que vous venez d'augmenter, le soir, quand il va faire ses courses au centre Leclerc, à Carrefour, à Auchan, enfin bon, il faut que je fasse le tour de toutes les enseignes du coin, mais enfin vous voyez à peu près quoi. Donc, il est en train de dire, mais dis donc, les prix ont beaucoup augmenté. J'ai fait le plein en venant, déjà j'ai trouvé que c'était très très cher. Je trouve que la facture d'électricité n'arrête pas d'augmenter, que la facture de gaz, on m'a expliqué que ça n'allait pas durer, mais ça augmente beaucoup. Et là maintenant, quand je vais acheter des brugnons, je paie 20 € le kilo. Mais non, c'est pas possible. Alors on dit, non, mais calme-toi, c'est parce qu'il y a eu de la grêle au printemps, donc le prix des brugnons l'année prochaine sera plus bas. Non, où ça devient compliqué, c'est que le prix du blé atteint aussi des sommets absolument incroyables. Et donc là, quand ils voient ça, le prix du blé qui augmente, c'est le prix du pain. Enfin, c'est ce qui se passe, vous voyez, en décembre 1788, excusez-moi de parler beaucoup de gilets jaunes d'avant, mais ça aussi, hein, je veux dire, dans les palais, vous voyez, c'est comme ça qu'on appelle l'Élysée, on n'a pas oublié hein, le mois de décembre 1788 avec le prix du pain qui était tellement élevé que les gens, ils sont devenus nerveux. On a vu comment ça finit. Donc là, effectivement, on est dans cette situation où vous avez Bruno Le Maire, hier, qui dit, attention, c'est sur un secteur d'activité donné, il va falloir, restauration, hôtellerie, il va falloir augmenter les salaires. C'est l'État qui dit ça. Il faut augmenter les salaires. Alors, il ne dit que l'hôtellerie, parce qu'il est vrai qu'évidemment, on lui a montré les bilans. L'INSEE a pris les bilans de l'hôtellerie, la restauration, en disant, on ne sait pas comment ça se fait, il s'est passé un truc étrange, c'est qu'il n'y avait plus d'activité, mais on n'a jamais vu autant de cash dans la trésorerie de ces entreprises. Alors Bruno Le Maire dit beaucoup de cash, mais c'est quoi alors? Ça voudrait dire qu'on a distribué un peu trop? Non. Mais ça veut dire quand même que peut-être il va falloir les inciter à remettre l'argent dans le système, dans la consommation et donc dans l'augmentation de salaire. Alors donc Bruno Le Maire dit hier, il faut augmenter les salaires. Il disait l'autre jour, enfin on était en off, il nous disait « Je suis le ministre de l'économie le plus populaire de toute la Ve République ». Ce qui n'est pas étonnant, tu vois, parce qu'avec la photocopieuse, quand tu distribues l'argent, en général, tu es très populaire. On lui a dit, Bruno, vaudrait mieux pas garder le poste dans les 5 ans qui vont venir, parce que là, ça sera peut-être pas tout à fait la même chanson. Le président, il avait bien dit, quoi qu'il en coûte. Hein, coûte, ça veut dire ça va coûter quelque chose. Pour le moment, ça va commencer, on est d'accord. Hein. Donc attention, là, quand ça va coûter, ça va être un tout petit peu compliqué. Donc enfin, bon, bref, ça, ce sera pour après les élections. Mais quand le ministre de l'économie dit, il faut augmenter la salaire, ça veut dire qu'il peut faire entrer l'inflation dans une logique incrémentale. C'est-à-dire que l'inflation s'auto-nourrit. À partir du moment où tout le monde augmente les salaires, tous les prix augmentent, tous les salariés, quand ils vont faire leurs courses, que ce soit les courses exceptionnelles ou les courses quotidiennes, ils se rendent compte que leur pouvoir d'achat baisse. Donc ils reviennent voir leurs dirigeants en disant « s'il te plaît, tu m'augmentes encore plus ». Et comme en plus, vous avez la concurrence dans les entreprises pour garder les équipes,
C'est là où vous avez déjà, je vous garantis, des gens comme vous que j'ai rencontrés, qui n'étaient pas à Toulouse, parce qu'à Toulouse on est tempéré, on est au nord, mais dans des gens moins tempérés que vous, ils me disaient, j'ai augmenté 30-40% préventivement. Toutes mes équipes. Je lui dis, mais comment tu vas faire? Bah, j'ai augmenté les prix. J'ai augmenté les prix. Comme j'ai beaucoup de clients, bah, j'augmente les prix. Bah, a priori, ça passe. Ah oui. Mais là, ça veut dire que là, vous êtes bien dans le phénomène d'inflation qui s'auto-nourrit. Mon ami Jean-Claude Trichet, ci-devant ancien président de la Banque Centrale Européenne, donc il connaît un tout petit peu le rayon. On a fait un livre avant Robert Laffont qui s'appelait « Dette, poison magique ou potion mortelle ». Vous voyez, toujours optimiste, pessimiste, un peu, j'aime bien ça. Et donc Jean-Claude Trichet a cette formule lapidaire en disant « L'inflation, c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, tu ne le fais plus rentrer dedans ». Bah, l'inflation, ça sort du tube quand les salaires augmentent. Et donc, ça veut dire que là, vous allez avoir la question qui va se poser de façon très précise, très concrète, dans les semaines et les mois qui vont venir. Alors, vous allez me dire, bon, donc là, on est quand même dans un système où il va falloir que nous, on prenne des décisions avec nos salariés. J'augmente pas, j'essaie d'enrayer l'inflation, mais j'augmente pas, je perds mes salariés. Et oui, il y a les deux en même temps. Enfin, en même temps, c'est pas politique du tout. Donc simultanément, vous avez simultanément le problème du salaire, le problème du salarié, le problème du chiffre d'affaires qui est fort, etc. Donc ça fait beaucoup de choses qu'il va falloir gérer. Quand je vous disais la croissance, elle n'est pas simple à gérer là. Et là, effectivement, on voit la conséquence. Ah oui, peut-être parce que j'ai pas fini quand même mon raisonnement. Pourquoi c'est embêtant s'il y a de l'inflation ? Après tout, mes parents, il y avait de l'inflation dans les années 70 sous Pompidou, ils ont payé la maison comme ça. C'était super, vous empruntiez un jour, 20 ans après, vous aviez votre salaire qui avait été multiplié par 5, l'emprunt qui était toujours le même, donc vous disiez, l'inflation, j'adore. Oui, ça c'était bien pour vos parents, vos grands-parents, ou peut-être même vos arrière-grands-parents, parce qu'il y a des gens vraiment jeunes dans la salle. C'était bien, parce qu'ils ne réempruntaient pas. C'est un tout petit peu plus compliqué quand tu réempruntes. Parce que quand il y a de l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Banque centrale, pour le moment, dit qu'il n'y a pas d'inflation? Parce que le jour où elle reconnaît qu'il y a de l'inflation, elle doit augmenter les taux d'intérêt. Et c'est ça, en réalité, qui fait trembler tout le monde. Enfin, tout le monde, notamment en France. En disant, si c'est possible, là, vraiment le plus tard possible. Enfin, en France, on doit comprendre, c'est-à-dire après les élections. Donc, en disant, parce que là, si les taux commencent à augmenter, oui, ça va commencer à devenir tendu. L'État français emprunte pour rembourser sa dette. C'est ce qu'on appelle du rollover, c'est-à-dire on dit, alors vous savez, les économistes à la télé, ils disent non, mais on fait rouler la dette. Oui, non, mais tu fais rouler, oui, sauf qu'au passage, tu vois, c'est comme quand tu fais rouler un bonhomme de neige, quoi. Tu peux prendre des petites brindilles, c'est possible, ça s'appelle des augmentations de taux d'intérêt. Ça y est, ça a commencé. Ça commence à se chiffrer, vous voyez, en milliards. On commence à dire, ah oui, ça augmente un peu. Bon, alors elle était tellement basse qu'on dit, c'est presque pas douloureux. Oui, mais quand même. Et là, évidemment, quand on est avec une inflation à 6% aux États-Unis, 6,2% aux États-Unis. Ah oui, là, ça sent bon les années 70. C'est-à-dire, tu dois mettre les taux à 7. Les taux à 7, alors là, pour le coup, ça commence à avoir vraiment des conséquences sur l'économie réelle. Donc, vous êtes chef d'entreprise PME en ce moment. Vous faites vos investissements tout de suite, parce qu'on a besoin que vous fassiez des investissements, mais vous me bloquez les taux. Vous dépêchez de lever de l'argent à taux bas. Parce que de toute façon, ils ne pourront pas être plus bas. Mais en revanche, il pourrait vraiment monter. Et là, pour le coup, si vous avez négocié des bons emprunts aujourd'hui, vous allez avoir un vrai avantage concurrentiel. Il faut que je fasse attention parce que je parle beaucoup. Donc, tout va bien? Non, ça va. Donc là, effectivement, la question des taux d'intérêt pourrait très, très vite devenir une question cruciale. Toujours pareil, inflation plus taux d'intérêt élevé, pas d'investissement. Et pas d'investissement veut dire... la croissance qui s'effondre. Ah ben oui, ça y est, j'y suis. Inflation plus croissance qui s'effondre parce qu'il n'y a pas d'investissement, ça s'appelle de la stagflation. Et donc là, c'est même pas que je suis en train de vous donner des conseils, c'est que je suis en train de vous dire, en tant qu'économiste, je vais vous dire, c'est de ça dont on a le plus peur. Donc s'il vous plaît, investissez vite. S'il vous plaît, bouclez vite vos taux d'intérêt bas, parce que si jamais on rentre dans un système incrémental d'inflation, plus les taux d'intérêt qui montent, plus l'investissement qui s'arrête, alors là, on est très mal. Et donc, effectivement, on sent bien que la croissance d'aujourd'hui, elle est compliquée à gérer, mais que si on n'arrive pas à gérer, on risque d'avoir un vrai problème ensuite. Ça, c'est pour ces PME 2023. Donc là, je suis en train de faire les programmes, vous voyez, année après année. Alors, bien sûr, par rapport à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il
il y a une grande différence avec les années 70 qu'il ne faut pas oublier. La grande différence qui va vous donner le moral, qui va vous dire « Ah, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt ?» La grande différence, c'est quoi? Bah, c'est le dérèglement climatique. Oui, je sens que... petit rire nerveux en disant « Il devait nous parler d'un truc positif. » Bah oui, c'est l'énorme différence par rapport aux années 70. On est d'accord, aux années 70, on commence et vous êtes d'accord que c'est une différence. Et pourquoi vous ricanez? Parce que vous avez le sentiment que ce n'est pas une différence positive. Je raconte une anecdote que j'avais racontée l'autre jour en disant j'étais avec un petit élève ingénieur très très brillant dans une école très très brillante avec un gros X à la fin et je devais lui parler de la dette, enfin je devais leur parler de la dette des retraites. Hein, vous voyez, dette, poison magique, pension mortelle, etc. Et donc le gamin froidement au premier rang me dit bon, ça ne vous intéresse pas votre speech puisque nous on sera tous morts. Je dis, soit il est cynique, soit il n'a vraiment pas envie de m'écouter, ce que je peux comprendre. Et en fait, je me rends compte que non, dans la salle, tous les autres gamins, donc bien formés, brillants, machin, ils étaient pareils, dans le même état d'esprit, en disant, non, non, mais ça y est, là, on va dans le mur, on n'en sortira pas. Peut-être si vous avez des ados à la maison, vous faites le test, vous allez vous rendre compte que, zut, eux aussi, dis donc, tu penses qu'on va s'en sortir? Ah non, non, papa, maman. Mais attends, non, non, alors là, il faut vraiment que tu viennes à la conférence de la CPME, pas 2024, hein, dès 2021. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit cet après-midi, l'autre, vous vous souvenez plus de mon nom, c'est pas grave du tout, vous dites, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que le dérèglement climatique supposait un changement de modèle économique, changement de valeur. Oui, hein, c'est un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire une augmentation de valeur économique nouvelle qu'on n'a pas encore mesurée, parce que nous avons une mutation technologique incroyable partout en réponse au dérèglement climatique. À mon gamin dépressif, juste vous raconte la fin de l'histoire hein, très très vite parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Donc quand ils m'ont commencé comme ça, Alix, j'ai dit bon stop, on arrête, j'arrête de vous parler de la dette, je vais vous parler de pourquoi je suis optimiste. Pourquoi je vais vous raconter pourquoi le modèle a déjà commencé à changer. Pourquoi on est en train de vivre un truc absolument prodigieux. C'est dire, donc c'est comme je ne vais pas avoir le temps de tout vous exprimer ce soir, à la fin, ils m'ont demandé de revenir pour parler de la dette retraite. Hein, donc, vous voyez, donc c'est vraiment crédible. Hein, donc, c'est vous dire. Donc, finalement, en fait, non, on n'est plus du. Mais alors, on va payer comment nos retraites? Moi, j'ai dit, ben, justement, on va se revoir. Donc là, nous sommes effectivement avec des règlements climatiques. Nous sommes avec l'obligation de changement. Et pourquoi moi, je envoie un message optimiste à nos gamins, mais aussi aux chefs d'entreprise dans la salle, c'est que je dis, changer de modèle, c'est pas arrivé tant de fois dans l'histoire économique. Ça n'arrive que quand tu as une rupture technologique incroyable. Tu inventes la roue, tu inventes le feu. Bon, là, je pense que c'est des trucs quand même assez anciens. Hein. Tu inventes l'imprimerie, c'est déjà moins ancien, mais en fait, quand même, c'est pas tout près. Tu inventes le moteur à vapeur. Ah oui, là. Tu inventes l'essence, tu inventes l'électricité. Là, voilà, tu changes de modèle complètement. Avant, ton modèle, il était agricole, tout d'un coup, il devient industriel. Pour un changement de modèle, tu dois avoir un choc scientifique. Eh bien, la première raison pour laquelle je suis optimiste, absolument optimiste, c'est que moi, en tant que prof d'économie, qui n'est pas vraiment une science, on est d'accord, science très très molle, on va dire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Vous savez, les économistes ont été inventés pour que les météorologues se sentent un peu moins seuls. Hein. C'est-à-dire que les économistes se trompent tout le temps, donc évidemment, ils disent que c'est une science, mais ce n'est pas vraiment une science. En revanche, j'ai la chance, en tant qu'universitaire, de fréquenter des vrais scientifiques, français ou internationaux. Des scientifiques en mathématiques, des scientifiques en physique, des scientifiques en chimie, des scientifiques en médecine, des scientifiques en vraiment des matières importantes. Et là, tous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tous, il se passe quelque chose dans ma discipline que je ne pensais pas vivre de mon vivant. Quand on faisait partie, j'ai fait partie de la commission qu'on ne veut pas appeler Grand Emprunt, qui était le grand investissement avec Juppé Rocard, on avait eu un prix Nobel qui était venu nous voir, qu'ils avaient dit... Il commençait déjà comme ça, c'était en 2009, vous vous rendez compte, c'était déjà il y a longtemps, en disant il se passe des trucs incroyables du point de vue scientifique. Vous vous en rendez pas compte. On était à peu près comme vous me regardez tout de suite. En disant oui, merci, oui, c'est intéressant. Bon, on va peut-être rentrer dans le truc concret. Et là, il s'énerve. Il remonte sa manche, il nous dit c'est tellement incroyable ce qui se passe que regardez, ça me fait dresser les poils. Alors, il y avait, par exemple, il y avait Édouard Philippe dans la commission aussi, il y avait Manu aussi qui était là, enfin qui n'était pas encore ni Premier ministre ni président. Hein, et donc on s'était regardé en disant, alors soit le gars il est un tout petit peu sénile, soit en fait vraiment on ne se rend pas compte. Et je crois vraiment, vous voyez, que le commun des mortels ne se rend pas compte en ce moment que la science est en train de progresser à des pas de géant qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Si je dois juste vous illustrer ça,
Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 99, enfin si vous vous souvenez, pour ceux qui regardaient la télé en 99 et qui avaient l'âge de comprendre, déjà, en 99, vous avez Bill Clinton, Tony Blair, Bill Clinton, président des États-Unis de l'époque, plus pour longtemps, Tony Blair, Premier ministre de la Grande-Bretagne, plus pour longtemps, un tout petit peu plus, mais quand même pas beaucoup, qui font une conférence de presse commune en même temps en annonçant qu'on a décrypté le génome humain. Et il dit ça, c'est un projet de 25 ans. Toutes les équipes scientifiques des grands pays de la Terre s'y sont mises. On a réussi à décrypter le génome. Les Français y avaient participé avec le génotome d'Evry. Donc plein de mathématiciens, plein d'ordinateurs qui avaient tourné, etc. 25 ans de calcul et on arrive à cet élément absolument extraordinaire. Au passage, d'ailleurs, l'ARN messager, les vaccins à toute vitesse. Bon, d'accord, la science n'arrive pas à gérer les virus de chauve-souris, mais elle arrive à trouver des vaccins rapidement, ce qui est quand même un plus. C'est, on va dire, quelque chose qui provient du décryptage du génome. 25 ans de calcul de toutes les équipes internationales. En 2021, vous m'entendez bien, c'était en 99. La France était déjà championne du monde de foot. La seule différence avec aujourd'hui, c'est que Zidane avait encore des cheveux. Et encore, pas partout. Donc c'est il n'y a pas longtemps. 21 ans de calcul, aujourd'hui, la même chose, un quart d'heure. Les calculs pour décrypter le génome qu'on a mis 21 ans à faire en 1999, aujourd'hui, un quart d'heure. Donc quand on est en train de dire la science évolue de façon démentielle, je suis en train de vous parler de ce qu'on a considéré comme une des avancées les plus incroyables de notre époque, qu'on a mis des années à... Là, maintenant, tu claques le doigt, c'est fait. C'est ça qui est en train de se passer. Alors vous allez me dire, bon, ça me fait une belle jambe. Peut-être d'ailleurs, parce que génétiquement, on peut vous modifier la jambe. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça commence à arriver dans les technologies des entreprises. C'est-à-dire les entreprises, très concrètement, vont être confrontées à ce que ça veut dire une révolution scientifique. C'est-à-dire, nous sommes confrontés au changement de représentation de valeur, au changement de modèle un peu partout. Alors on dit, oui, dans mon secteur, pas trop. Hier, j'étais avec des avocats qui me disent, mais quand même, nous, on est concernés. Je leur dis, mais vous rigolez. Vous voyez que la justice, en ce moment, elle se fait par algorithme. Ah oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte que maintenant, on commence à avoir des juges en automatique. Vous vous rendez compte que ça change dans votre métier. Enfin, au passage, d'ailleurs, ça veut dire que votre métier est mort. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Ou plutôt, votre métier, ça va être de capturer de la data. C'est plus du tout le même. Ah oui, mais c'est vrai. En fait, je suis concerné. Avant-hier, une grande chaîne de boulangerie. On dit, non, je vends du pain, excusez-moi. Oui, ben oui, non, mais vous ne croyez pas qu'il y a un changement dans la façon dont vous vendez du pain, dont vous avez créé, vous voyez, vous êtes une jolie chaîne, vous avez créé une application pour vendre le pain. Vous vous rendez compte de la data que vous envoyez en ce moment à Apple, savoir quand les gens achètent du pain, combien de pain, quel pain, est-ce qu'ils mangent du pain blanc, du pain noir. Ça intéresse plein de gens. Ça intéresse les gens qui vendent du beurre, les gens qui vendent des tomates, ou les gens qui vendent des produits pour décaper les artères, ou les assureurs qui se demandent si vous allez avoir un infarctus. Vous voyez, c'est plein de gens qui vont acheter votre data. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé, dis donc. Oui, la rupture, ça y est, on est dedans, là. C'est-à-dire, ce que veut dire cette révolution scientifique, elle est en train de bouleverser littéralement tous les secteurs d'activité, tous les business models. Et donc, ça veut dire que collectivement, vous voyez, quand on est en train de dire on va essayer de se piquer les gens, ce qui est complètement idiot, c'est perdre du temps à rien, exactement comme les Anglais perdent du temps à faire un Brexit, alors que c'est vraiment pas le problème. Enfin bon, c'est un exemple. Donc là, aujourd'hui, notre problématique, c'est de dire on devrait parler ensemble du changement de business model. Là, quand je vois dans la salle des gens qui sont pas loin de moi du point de vue de l'activité, il faudrait qu'on cause. En disant, tu fais quoi, toi? Tu as changé ton billet? Ah oui, tu as fait ça. Ah oui, moi, j'ai pas fait ça. Moi, mais je vais te raconter quand même ce que je suis en train de faire. C'est ça qu'il faut qu'on fasse en ce moment. Il y a de la place pour tout le monde dans le nouveau modèle. En revanche, il y a de la place que pour uniquement les gens qui innovent. Les gens qui disent, non, mais attends, ma boîte, elle a marché comme ça pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 3 ans, donc elle va continuer. Ils sont morts. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Enfin, je veux dire, l'entreprise est morte. L'entreprise est morte parce qu'effectivement, quand on rentre dans une phase d'innovation incroyable, qui est obligatoire, vous n'oubliez pas, dérèglement climatique, on n'a pas le choix. Cette phase d'innovation incroyable, elle va concerner toutes les entreprises sans exception. Votre business model, la représentation de votre valeur est en train de changer. Vous avez un doute, je sens, vous dites oui mais c'est pour quand? Vous êtes sûr que ça a vraiment commencé? Donc je convoque toujours mes 2 avocats préférés
qui vont dire « ça y est, on y est ». Mon premier avocat préféré, il fait le salut militaire, il dit « bonjour, je suis militaire ». Donc là, vous dites c'est quand même quelqu'un de sérieux, c'est pas un poète, c'est pas quelqu'un qui a de l'utopie. Il est en train de vous dire « il y a 250 ans, quand mon arrière-grand-père était militaire, il mettait le feu aux récoltes. On était dans une économie agricole, tu brûles les récoltes de ton ennemi, il dit « on va négocier ». Il y a 70 ans, quand mon grand-père était militaire, qui disait « on va affaiblir l'ennemi », on bombardait ses usines. Quand les usines étaient en flammes, on avait l'ennemi qui disait « on va négocier ». Aujourd'hui, quand tu veux faire exploser une économie, tu fous un virus dans son système d'information. On a changé d'époque. Alors nous, on continue à croire que c'est important de vendre des sous-marins nucléaires. Enfin, on essaie de le faire croire aux Australiens. Mais en fait, il faudrait surtout... Enfin, d'ailleurs, ils ne le croient pas, a priori, d'ailleurs. De ce point de vue, c'est raté. Mais il faut surtout qu'on réfléchisse à la manière dont on va attaquer les systèmes d'information. Parce que si tu veux être crédible du point de vue mondial, il faut que tu saches attaquer. C'est pas se défendre déjà pour commencer, mais alors attaquer, on n'a même pas commencé. Et là, vous avez des discours incroyables en France. On ne va pas commencer à faire... On ne va pas développer des virus chez nous. C'est-à-dire, non, faire des essais nucléaires, c'est normal. Oui, ça c'est bien, c'est normal, on fait péter des bombes, mais c'est normal, hein, c'est la dissuasion. Mais attaquer un système d'information, oh bah non, quand même, c'est pas sport. Et tu vois que les autres, ils en sont là, ils sont déjà en train de préparer des attaques massives. Enfin, on rigole là, mais enfin, c'est moyennement drôle hein, quand même. Parce que les attaques, on les a tous les jours, y compris sur des entreprises dont on se dit, zut, quand même, un hôpital, une maison de retraite, tout d'un coup, avec les gens qui peuvent mourir. Là, vous dites, ah oui, quand même, c'est la nouvelle guerre, dis donc, c'est pas rigolo. Et là, c'est vrai qu'effectivement, on voit bien que la mutation, elle est déjà là. C'est fait. La valeur d'un sous-marin nucléaire baisse énormément. En revanche, la valeur d'un ingénieur qui vous prépare un virus monte énormément. On a changé d'époque. Alors là, je convoque le deuxième avocat, qui n'est pas non plus un franc rigolo, qui s'appelle le financier. Alors lui, il n'est jamais poète. Le militaire, parfois, quand il sort de la caserne, il est un peu poète. Le financier, jamais. Il est toujours financier. Je sais, je suis financier. Donc du soir au matin. Et là, le financier vous dit quoi en ce moment? Il vous dit non, c'est pas une hypothèse. Tesla vaut 1000 milliards, Renault vaut 4. Les deux font des voitures, sauf que Renault fait 10 millions de voitures, Tesla en fait 300 000. Ah oui, mais attends, tu m'as bien dit 1000 milliards, 4. Ben oui, mais parce que Tesla, il s'en fout des voitures. Tesla est déjà dans le monde de demain, c'est-à-dire qu'ils vendent de la data. Ce qu'a inventé M. Elon Musk, il y a beaucoup de gens qui ont des Tesla, il faudrait savoir s'il y a des bonnes PME avec des gens, des chefs d'entreprise qui, non, pas quand même, hein, qui sont très prospères. En général, quand vous avez une Tesla, c'est que vous êtes très prospère. D'ailleurs, si vous êtes très prospère, vous avez une Tesla et vous ne continuez pas avec la Tesla, vous n'en pouvez plus parce qu'ils n'ont pas du tout de bons services après-vente. Hein. Bon, ben ça, c'est autre chose. Mais quand vous regardez une Tesla, c'est quoi qui vous frappe? C'est que vous avez une énorme console au milieu. Ben, c'est ça, évidemment. La grande idée, c'est ça. C'est la console qui capte la data. La data, ça vaut très très cher, surtout quand les gens qui sont dans la voiture sont très très riches. Ce qui est le principe quand vous regardez le prix d'une Tesla quand même. Hein. Et donc ça veut dire que cette data, évidemment, c'est elle qui intéresse. On met une voiture autour s'il faut, mais on met un vaisseau spatial, pourquoi pas, un avion, une maison, un meuble, on fait ce qu'on veut. Le but de Tesla, c'est vendre de la data. C'est pour ça que c'est une boîte californienne. C'est pas une boîte de Detroit où on fabriquait les Ford, les Chrysler ou les General Motors. C'est une boîte de Californie, une boîte de la data, c'est-à-dire une boîte de la nouvelle valeur. Elle vaut 1000 milliards. Donc là, juste je vous interpelle quand je vous dis ça, parce que c'est donc une certitude, la valeur est en train de migrer. La valeur est en train de se développer autour de ça. C'est pas mal, hein, c'est-à-dire que notre problématique d'inflation, elle peut tout d'un coup se résoudre par le haut. Sauf que nous, Européens, on n'a pas de boîte à 1000 milliards. C'est-à-dire que nous, on est super bons dans les technologies d'avant. Parce que c'est peut-être le problème quand vous m'écoutiez poliment, en disant changer le business model. Oui, bon, d'accord, il est gentil, oui, tout le monde dit ça, mais enfin, bon, moi, demain, je retourne au bureau et on continue à fonctionner. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que vous qui dites ça. Toutes les entreprises européennes sont en train de dire oui, non, mais ça va, changer de modèle, on continue comme avant. On est le nez sur le rétroviseur. C'est la première fois dans l'histoire économique depuis 250 ans qu'il n'y a pas une boîte mondiale leader européenne dans les éléments qui vont probablement rapporter le plus. Les grands pétroliers, on avait des Européens. On avait BP, on avait Shell, on avait Elf, Total. Les automobiles, on avait... les avions, on a des Européens. On avait un énorme Européen toulousain. Les automobiles, on avait des paquets d'Européens qui étaient parmi les boîtes les plus chères du monde. Dans la data, zéro. Il y a zéro Amazon, il y a zéro Google. Non, c'est pire encore. Il y a zéro boîte européenne, mais il y a toutes les boîtes que je viens d'évoquer qui fonctionnent avec des Européens. C'est même pas qu'on n'a pas les idées, c'est même pas qu'on n'a pas les talents, on les a, on leur donne. Mais sauf qu'effectivement, on ne fait pas les boîtes. Parce que dans les assemblées de patrons,
Petit, moyen, grand, tout le monde dit non mais changer le business model, il arrête un peu là parce que ça suffit maintenant. Moi j'ai à faire bosser des gens, j'ai à nourrir ma famille, j'ai à répondre à un client, on ne va pas changer de modèle en ce moment. Ben voilà, c'est comme ça qu'on en est là. Et pas que nous, hein, là pour le coup. Allemagne, Italie, Pays-Bas, Angleterre, tout le monde est au même point. On est à l'arrêt sur le nouveau modèle. Il va falloir vraiment qu'on s'énerve. Il va falloir vraiment, ah ben oui on y revient, qu'on investisse. L'investissement c'est dans le nouveau modèle. L'investissement, c'est super urgent. Et là, je vais peut-être m'arrêter parce que là, les 45 minutes, j'y suis. L'investissement, c'est super urgent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a eu Covid. Parce qu'on a eu le confinement. Parce qu'on a eu comme disait Bruno Le Maire aussi pendant un moment, maintenant il le dit moins, mais un game changer. Oui, un truc qui change le jeu. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a arrêté le modèle d'avant et qu'on a commencé à en inventer un autre. Et que par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, la population mondiale, parce que là, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une zone, c'est la population mondiale ensemble, en même temps, qui a arrêté un modèle et qui a commencé à inventer un autre. En bricolant, hein, en improvisant au jour le jour, en mettant l'ordinateur sur les genoux dans la salle de bain et le téléphone dans les toilettes parce que c'est l'endroit où il passe, etc. Donc ça, c'était la façon dont tu as inventé un modèle en 15 jours. Vous n'oubliez pas, hein, on avait normalement moins 14% de croissance en 2021. À la fin, quand l'INSEE fait les comptes, c'est moins 8. C'est pas qu'ils se sont trompés dans les calculs. Si, c'est un peu l'économiste et le météorologue, là, on est d'accord. Mais c'est surtout qu'en mai-juin, l'économie a redémarré alors qu'on ne s'en était même pas rendu compte. Parce que dans vos boîtes, parce que vous avez commencé à faire travailler les gens à distance. C'est intéressant, hein, parce que là, ça répond à mon petit polytechnicien. Hein. Quand les gens ne bougent plus, figure-toi, il y a moins de gaz à effet de serre. Là, ton truc décroissance punitive, machin, etc. Non, là, les gens, ils n'ont pas du tout trouvé ça punitif, ils ont même trouvé ça assez intéressant. Et sauf que là, maintenant, évidemment, on est en train de dire « Ah ouais, non, mais attends, il faut revenir au modèle ancien. » Non, mais c'est important que les gens soient ensemble. J'étais même avec un autre scientifique il y a peu de temps qui est en train de dire « Ah oui, mais non, mais en fait, il y a beaucoup de boulot, on est obligé d'avoir de la proximité. » Non, d'abord, tu dois changer de modèle, c'est-à-dire tu dois arriver à trouver la solution pour le dérèglement climatique. Acte 1, si c'est plus bougé, bah, tu vas maintenant te débrouiller pour qu'avoir une sorte de synergie à distance qui va te mettre en place. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Hein. Et d'ailleurs, en fait, si tu regardes bien, à part toi, le scientifique, la personne qui adore rencontrer les autres, en réalité, ça plaît beaucoup à beaucoup de gens. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on vit chacun chez soi, on vit dans des petits villages, des villages dans lesquels on a des bureaux pas loin, on y va à pied, c'est pas mal, c'est sympa, on voit du monde, mais on ne bouge plus. Ah bah oui, mais ça y est, là, je suis à la solution des règlements climatiques. J'invente bien le nouveau modèle. Je suis bien en train de séduire les nouveaux talents quand j'essaie de leur dire comment je vais pouvoir les faire venir sans augmenter leur salaire. Ce qui n'augmenterait pas l'inflation, mais qui permettrait de relancer l'investissement. Ah mais oui, mais tout boucle là, dis donc. C'est ça qui est passionnant en ce moment. C'est qu'il s'est passé un accélérateur des temps l'année dernière, et que cet accélérateur des temps, on est en train de regarder tout ce que ça suppose comme conséquence. Et là, aujourd'hui, première réunion de la CPME après Covid, avant le suivant peut-être, mais après Covid, c'est surtout en train de dire après le début de l'accélération. La grande question qui se pose, et c'est pour ça que vous devez rester à la réunion de ce soir, je suis en train d'essayer de retenir les gens, hein, c'est d'accord, hein, parce que je vois qu'ils n'en peuvent plus la journée des PME, ils disent on va peut-être zapper le truc. Hein. Donc là, je suis en train de leur dire non, il faut que vous veniez ce soir, parce qu'effectivement, ce soir, on va vous parler de la manière dont vous allez devoir gérer l'accélération des temps. Je vous remercie. Ce que je dis toujours dans les conférences, hein, quand on est moderne, on ne met plus applaudissements, on met cœur sur Twitter, ça fait gagner du temps. On perd de l'énergie sur l'ordinateur, mais on gagne de l'énergie personnelle, et ça c'est le plus important. Mais non, cœur. Merci à vous pour cette conférence très instructive et optimiste. Et maintenant, nous allons poursuivre avec les questions-réponses. Qui souhaite commencer? C'est pas que des questions, vous pouvez m'injurier aussi, hein, ou vous pouvez commenter, vous énerver. Je passe dans une émission qui s'appelle C'est dans l'air. Et vous savez, on fait passer les questions comme ça, justement, dessous. Pour être très, très honnête, on enlève beaucoup les gros mots quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'injures adressées aux gens qui parlent. Là, il y a zéro censure, vous pouvez y aller. Bonjour, merci. J'ai deux questions. La première, vous avez un peu commencé à répondre. C'est qu'est-ce que, selon vous, la data, comment ça va régler le dérèglement climatique? Et deux, qu'est-ce qui vous rend optimiste qu'on va être bon sur la data? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est déjà trop tard, non?
Non. Ah ben ouais, vous êtes vous comme mon étudiant, c'est déjà trop tard. Je peux vous demander ce que vous faites? Vous êtes chef d'entreprise ou Je fais de la transformation digitale. D'accord, ouais, bah, c'est pas mal. Voilà, Quand même. j'ai une petite Normalement, idée vous là-dessus. devriez être optimiste quand même, bon sang. Non, je suis optimiste pour moi, mais pour l'Europe, Oui, oh, bah, ça va, si vous êtes optimiste pour vous, vous pensez que la planète va continuer quand même. Hein. ouais. Ah bon, bah voilà, bah, commençons comme ça quand même. Hein, Non, donc, il n'y a pas de problème. ouais, bon, alors, peut-être, donc, j'ai commencé à vous répondre effectivement en vous disant l'élément primordial qui s'est passé l'année dernière, c'est l'arrêt du mouvement. Enfin, vous voyez, quand je disais la rupture mathématique, elle est sur les big data. Le grand changement scientifique, c'est les big data. C'est-à-dire, c'est quand même très, très intéressant. C'est que là où la science avance le plus, c'est exactement à l'endroit sensible du point de vue économique. C'est-à-dire la façon dont on va échanger la data, qui est en réalité le carburant de l'activité de service. Quand on a dit on fonctionnait à distance, c'est toute l'activité de service. Alors, pourquoi je suis optimiste? Parce que ça ne peut pas être qu'une coïncidence quand même. 75% du PIB mondial, création de richesse, aujourd'hui, c'est du service. Mais quand je vous dis ça, en fait, ce n'est même pas vrai. Parce que ça veut dire qu'il y a 25% qui est agriculture et industrie. Quand vous êtes dans l'industrie, si vous êtes responsable RH, responsable marketing, responsable financier d'une entreprise industrielle, vous êtes classé comme industriel, en fait, vous faites du service. Vous échangez de la data. Seul qui fait vraiment de l'industrie, c'est les gars qui sont en train de construire l'avion. D'ailleurs, c'est souvent plus un gars, c'est un robot. Ça explique pourquoi la valeur de l'industrie, de la production industrielle, décroît tendanciellement en accéléré. Quand aujourd'hui on dit c'est quoi la valeur de l'agriculture, c'est rajouter du service au produit. Tu fais de la tomate, ça vaut pas cher. T'expliques comment tu as fait de la tomate différente, c'est-à-dire la façon dont tu as cultivé, c'est là qu'elle vaut cher. Ta valeur se met sur le fait que tu es cultivé différemment. Quand tu regardes, c'est une tomate normale. Donc on est bien dans la représentation du service. Quand on est en train de dire, donc on a une révolution sur la data, une révolution sur le truc qui représente l'activité de service, ça tombe bien, c'est là qu'on crée le maximum de valeur. Et si c'est là que les gens ne peuvent plus bouger, c'est un problème quand même. Pourquoi on considère que le processus n'est qu'à son démarrage? Parce que nous sommes 8 milliards sur la Terre. Donc vous dites, attendez, j'arrive. 8 milliards sur la Terre, on était grosso modo 2,5 milliards après la Seconde Guerre mondiale. On était 6 milliards en 2000, c'est-à-dire qu'on est dans une augmentation incroyable. 6 milliards en 2000, on prévoit d'être 10 milliards à peu près dans 25 ans, 30 ans. On gagne grosso modo 150 millions tous les ans. Covid, pas Covid. D'humains en plus sur Terre. Donc on devrait taper les 12 milliards d'ici à peu près un petit siècle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'humanité augmente par la faim. Pas A-I-M, I-N. C'est-à-dire l'humanité, à la différence des 250 ans qui viennent de se passer, depuis 250 ans, l'humanité elle a augmenté par le début. Parce que les enfants mouraient plus jeunes. Donc c'était une humanité jeune qui n'arrêtait pas de croître. Maintenant, c'est les vieux qui meurent plus. Enfin, quand on est vieux très très tôt, je veux dire ici qu'on est tous vieux là. C'est-à-dire normalement, il y a pas si longtemps, on était tous morts. Je vais même être un tout petit peu grave. Dans beaucoup de pays du monde, il y en a énormément qui seraient morts ici. Moi le premier. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, 54 ans d'espérance de vie. Nous, 82 ans en moyenne. Et encore, il y a beaucoup de femmes dans la salle, 85 ans pour les femmes. Donc ça veut dire que les hommes, c'est moins. Bon, mais voilà, on est en train de... Oui, quand même, quoi. Donc 82 ans de moyenne. Donc ça veut dire quoi, effectivement? Ça veut dire que la population mondiale est en train de s'enrichir, et quand elle s'enrichit, elle vieillit. D'ailleurs, c'est comme ça que vous le représentez. Quand vous êtes en train de dire « je suis riche ou je ne suis pas riche », c'est simple. Dis-moi quand est-ce que tu meurs. Si tu meurs vite, tu es pauvre. Si tu meurs de plus en plus vite, tu t'appauvris. Ah oui, l'espérance de vie américaine diminue. Si en revanche, tu meurs de plus en plus tard, tu es en train de t'enrichir. Vous savez, quand on passe le 1,91 $ pour vivre par jour, on dit vous sortez de l'extrême pauvreté. Vous dites, mais dis donc, c'est super précis son truc, ça veut dire à 1,92 $, t'es riche. Non, c'est que 1,92 $, statistiquement, tu as gagné 15 ans d'espérance de vie. C'est pour ça que l'extrême pauvreté, c'est moins 15 ans d'espérance de vie, plus 15 ans quand tu passes de l'autre côté. Plus tu vieillis, et ça c'est quelque chose que nous éprouvons tous, plus tu consommes du service. Pourquoi pendant
on va dire, des siècles, la problématique de l'humanité a été de décupler la force physique des humains, l'énergie. Toutes les grandes révolutions, c'était l'énergie. Les grandes révolutions scientifiques jusqu'à maintenant, c'était l'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que comme tout le monde est axé sur l'énergie, qu'on dit, bah, vous savez, on va s'en sortir par la transition énergétique. Mais non, c'est pas vrai. Le problème, c'est pas l'énergie cette fois-ci, parce que l'énergie, c'était là pour décupler la force humaine, pour produire plus de produits physiques, pour répondre aux attentes d'une population jeune mondiale. Maintenant, on a besoin de quoi? Décupler le service. Le service, c'est l'esprit. Enfin, je ne suis pas Mitterrand, hein, c'est le cerveau. Le cerveau, il est décuplé par quoi? Eh bien, il est décuplé par, justement, toutes les nouvelles technologies autour de la data. Et ça permet de quoi? Ça permet de démultiplier le service, donc de répondre à une population humaine qui vieillit. De plus en plus, la valeur migre vers du service qui va concerner de plus en plus de gens, qui leur permet de vivre plus longtemps. Et donc là, ça veut dire que quand... Si je reviens à la question première, en quoi ça améliore le dérèglement climatique? Eh bien, c'est que si tu as trouvé une nouvelle façon de produire du service depuis l'année dernière, c'est vraiment tout nouveau, c'est tout chaud. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'empiler les gens dans des villes ou dans des immeubles, comme on faisait avec les usines. C'est-à-dire, en fait, on a continué à faire avec les services exactement ce qu'on faisait avec les usines d'autrefois. Parce qu'en fait, on a migré peu à peu depuis l'industrie vers le service. Donc, on a répliqué l'entreprise d'avant. On continue à faire des usines avec des gens qui arrivent comme aux usines Renault en 1920, sauf que c'est une tour à la Défense, le matin par le RER. Alors, bon, il n'y avait pas le RER à l'époque, mais c'était le nouveau métro. Les gens n'ont plus la casquette et ne sont plus en train de regarder le stade de Reims à la télé. Ils regardent le PSG et ils ont un bonnet, mais c'est les mêmes. Ils vont dans un poste, ils sont à la chaîne. Non, c'est effectivement un open field, oui, ça c'est non, un open space. Ils ont leur ordinateur, ils ne se connaissent pas entre eux, exactement comme quand tu étais dans la chaîne autrefois. C'est Charlie Chaplin, mais appliqué dans les usines de bureaux. Ça, c'était ce qu'on disait, bah, c'est le modèle économique. D'ailleurs, tu fais des villes autour, comme on a fait des villes. Les villes, ce n'est pas un truc très très vieux, hein. On a fait des villes où tout le monde va depuis la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, les villes, c'était tout petit. L'immense partie des gens, ils vivaient à la campagne. Depuis la révolution industrielle, on a dit il faut les concentrer, parce que là qu'on produit, et du coup, c'est là qu'on consomme. Donc, on avait pareil avec le service. Et ben, en mai 2020, tu te rends compte que, en fait, pourquoi on fait ça? Dis donc, c'est pas obligé. Et en plus, ça marche. Et en plus, les gens sont contents. Donc, ça marche parce qu'on, évidemment, bricole. Hein, donc, ça marche pas complètement bien, mais ça marche, il n'y a aucun doute. Et là, évidemment, tout d'un coup, c'est la panique à bord, quoi. Hein. Là, je peux te dire, quand nous, on a fait... Donc, je n'ose pas prononcer le mot, là, je crois, enfin, l'acronyme, celui-là, vous ne l'aimez pas. Mais MEDEF, pardon, excusez-moi, nous a demandé à des économistes de réfléchir après la crise. Du coup, on a fait, avec Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, formidable, un truc sur qu'on a appelé la nouvelle renaissance. Vous voyez, justement, pour dire on est dans un truc de rupture. Mais sauf que quand ils ont vu ça au MEDEF, ils ont dit pop, 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 tu m'effaces ça tout de suite, quoi. Parce qu'on était là, nous, en disant bah là, il y a une rupture. Dis donc, mais incroyable, un truc incroyable. D'ailleurs, tu le vois, les valeurs sont en train de baisser à la Défense. Oui, mais c'est le problème, c'est que tu as pas mal de gens qui ont des immeubles dans le MEDEF, tu vois, et pas mal de gens qui les construisent, et pas mal de gens qui sont dans le Grand Paris. Dis donc, c'est normalement la croissance française pendant les 30 ans qui viennent. Tu es en train de me dire que tout ça, c'est mort, en gros. Ah non, je te dis pas que tout ça, c'est mort. Je te dis, c'est mort. Ça y est. C'est mort, ça y est, tu vas voir les vrais gens, ils te disent je veux plus être là. Ils se barrent, ça y est, ils sont en train de s'en aller. D'ailleurs, t'as qu'à voir, hein. C'est plus à Toulouse même que tu as le problème, c'est à Montauban, c'est à Nagin, c'est à Nérac, c'est là d'où je viens. Hein. C'est là où tu vois le prix du mètre carré qui augmente parce que tu es les Parisiens qui arrivent, qui disent excusez-moi, vous avez la fibre? Ah non, bon, excusez-moi, alors je m'en vais. C'est pas le TGV qui regarde, c'est la fibre. Ah, vous avez la fibre? Oh, mais c'est beau, je vais m'installer ici. Et du coup, boum, tu as le prix d'immobilier qui commence à monter. Bon, qui est très très loin de l'immobilier parisien. On y est dedans. Là, tu es en train d'inventer le nouveau modèle qui marche. Donc, vous êtes, vous, enfin, excusez-moi, je vous tutoie de façon tout à fait excessive, hein, mais donc, je ne vous ai pas vu avec le masque. Hein, mais donc, là, vous êtes, vous, dans le secteur qui, effectivement, est le secteur qui est en pointe sur le dérèglement climatique, mais en pointe aussi sur la nouvelle création de valeur. Et on en est absolument certain. Il y a zéro doute pour personne. Sauf quand on est en train de parler avec des entreprises classiques. Ils disent non, oui, mais c'est pas pour moi. Ah oui, pardon. Oui, donc parlons alors. Donc le bon consultant aujourd'hui dit ah oui, non, pardon, excusez-moi. Oui, non, vous avez raison, il faut que les gens soient là, etc. Parce que c'est normal, il faut qu'il vende son truc, lui. Hein, mais quand vous êtes en train de regarder avec un petit peu de recul économique, vous dites il y a zéro doute. Il y a zéro doute et il y a zéro autre solution.
COP26 nous a montré que tout le reste, c'est du pipeau. Hein. Quand vous êtes en train de dire qu'il va falloir qu'on mette 100 milliards dans les pays pauvres, non, mais 100 milliards, tu n'arrives même pas à les trouver. On est à 300 000 milliards de dettes en ce moment. On a créé l'année dernière 30 000 milliards de dettes. Et là, tu as eu la grande négociation à Glasgow en disant est-ce qu'en 2025, on va faire un chèque de 100 milliards pour tous les pays pauvres? Pas pour un, hein, pour tous. On va dire non, mais ridicule. On n'est pas sur le vrai problème. Mais non, on va faire la transition énergétique. Oui, c'est ça, tu vas mettre des batteries dans les voitures. Mais oui, c'est ça, ça va tout changer. Non, mais tu veux dire que tous les pays, tous les gens qui vont avoir 82 ans d'espérance de vie vont tous avoir une voiture électrique? Tu as regardé là ce que ça veut dire en termes d'impact? Là, ça marche ça? En fait, non, mais tu comprends, on ne peut pas avoir un discours aussi en rupture par rapport aux populations qui vont se demander où on va. Ah, c'est ça le problème, c'est ça qu'on a dit à Glasgow dans les coulisses. Il y a un petit problème quand même là. Mais oui, mais tu comprends, tu ne vas pas désespérer les gens. Mais non, tu ne vas pas les désespérer. Tu vas leur dire, l'autre modèle, il a commencé. Et tu vois tous les gens qui financent ça. Et quand tu es en train de chercher de l'argent, là, tu n'as pas de problème pour financer ces nouvelles façons de fonctionner. Tu n'es pas à 100 milliards là. 100 milliards, c'est ce que tu donnes dans une petite start-up de Toulouse qui commence. Voilà, c'est ça qui est en train de changer. Et donc, je crois que vraiment, quand on est dans une PME aujourd'hui, on doit comprendre ça. On doit intégrer ça. Je dis, je peux d'autant plus le dire à la CPME et moi en MEDEF, que plus vous êtes petit, plus vous allez pouvoir gérer. Je disais tout à l'heure, il faut être agile. Agile, c'est petit. Je suis désolé pour ceux qui sont grands. Moi, je ne suis pas très grand, mais je suis déjà assez grand. Résultat, je ne suis pas agile du tout. Et ben, c'est vrai pour les gens et c'est vrai pour les entreprises. Une grande entreprise ne sait pas gérer l'innovation. Elle ne sait pas. Et vous pouvez lui dire, non, non, mais on va mettre un processus. Ça y est, tu commences. On va mettre en place une commission, un comité. Je vais mettre un dirigeant spécialement dédié à l'innovation. D'ailleurs, même, il va sortir l'innovation de la boîte. Oui, bah oui, évidemment, parce qu'il sait que dans la grande, ça ne marche pas. Donc, on fait du spin-off. Oui, ça, c'est une grande idée, quoi, on va dire. Puis quand ça a marché, on la rachète. Mais non, non, non. Si ça a marché, tu ne pourras pas la racheter. Là, on a l'histoire, hein. Je suis président de Sanofi. Tiens, il faudrait qu'on rachète cette petite boîte Moderna. Elle est un peu chère en ce moment. C'était avant. Là, maintenant, Moderna dit « Je pourrais racheter Sanofi, mais vu leur capacité d'innovation, ça ne m'intéresse pas. » Oui, là aussi, on rit un tout petit peu avec un petit sourire coincé en France. Hein. L'Institut Pasteur, Sanofi quand même. Hein. On a vraiment raté le virage. Ben là, quel est le discours de mes copains scientifiques là-bas? Ah oui, tu vois, il faut mettre plus de moyens. Je dis « Non, mais tu rigoles ou quoi? T'as vu combien ils avaient là, les concurrents qui ont trouvé l'ARN? C'est juste que vous êtes nuls parce que vous êtes totalement bureaucratique. La bureaucratie, c'est pas agile. La bureaucratie, c'est super bon pour gérer l'existant. Dès que tu as de l'innovation à faire, tu ne sais pas faire. Donc là, quand je suis en train de vous dire tout ça, je suis en train de vous donner des super nouvelles, on est d'accord? Enfin, plutôt, des super nouvelles en premier plan. Puisqu'en deuxième plan, vous allez m'écouter, vous allez innover comme des dingues, vous allez devenir des grosses boîtes. Et donc, vous allez mourir juste après. C'est normal, parce que là, on va avoir un cycle extrêmement fort comme ça. Il ne faut pas croire que vous n'allez pas créer des boîtes pour vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Parce que quand vous êtes en pleine innovation, vous montez et vous tombez. C'est normal. Alors que nous, on dit on monte, on reste. On a très peur des GAFAM en disant c'est les maîtres du monde. Non, non, les GAFAM, ils sont déjà en train de crever. Ils crèvent sur place, ils n'arrivent plus à innover. Et nous, on ne s'en rend pas compte, Européens. On est en train de dire qu'il faut se protéger des GAFAM. Mais regarde, Facebook. Facebook, ils ont inventé un truc génial il y a 25 ans. Ensuite, quand il a fallu inventer Instagram, c'est pas compliqué quand même de dire qu'il va falloir échanger des images, ils n'ont pas su. Quand il faut inventer WhatsApp en disant bah, tu fais la même chose que Facebook mais en groupe, ils n'ont pas su. Tu parles d'une innovation de rupture. Ils n'ont pas été foutus en mettant un argent dingue dans les gens qui refont la recherche. Tu vas dire ça ne les intéressait pas. Ah, si, ça les a intéressés. La preuve, ils ont racheté les 2 boîtes. Pourquoi ils sont morts? Parce que Snapchat, ils n'ont toujours pas inventé, ils n'ont même pas su l'acheter. Donc ils sont morts. C'est le cycle normal des entreprises quand tu es en innovation. Tu as une innovation géniale, tu grossis, puis tu grossis tellement que tu ne sais plus innover, donc tu rachètes. C'est, vous voyez, la supernova qui commence à s'éteindre, et puis à la fin, tu te trompes dans tes rachats, et donc tu disparais. C'est normal, c'est les cycles d'innovation. Mais ici, on va dire, il y a peu d'entreprises qui sont dans la dernière phase. Donc c'est très bien, donc on peut considérer regarder l'avenir avec vision positive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je ne sais pas si on a le temps. On a le temps? Vous avez noté que je fais des réponses courtes. C'est-à-dire là, si la question m'intéresse, je risque de se faire une réponse longue.
Bonsoir Monsieur de Sertine, bonsoir tous ceux que je n'ai pas pu voir aujourd'hui. Je suis Bertrand Morel-Bessé de l'adresse Formation. Et en vous écoutant, je vois beaucoup de choses qui me semblent tout à fait logiques, tout à fait dans le sens de ce qui risque fort de se passer. Et tout à l'heure, vous disiez par exemple qu'il a fallu 25 ans pour découvrir le génome humain, qu'aujourd'hui on peut mettre un quart d'heure pour faire ce même travail par l'informatique ou autre. Oui, c'est terrifiant, parce que nous, c'est exponentiel. Là, ce que vous nous dites, ça veut dire, préparez-vous, changez vite. Tout à l'heure, il faut que vous soyez prêts. Admettons, tout à l'heure, on est prêt. Quand on sera prêt, vous reviendrez nous voir et vous nous direz, « Hé, vous n'êtes pas prêts, il faut encore changer. » Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à évoluer. Mais c'est encore plus loin. Quoi, vous m'avez dit, c'est quoi votre prénom? Parce que c'est épuisant au bout d'un moment. C'est quoi votre prénom? C'est Bertrand. Bertrand. On ne va pas dire ça dans la CPME, je veux dire. C'est l'ADN des gens qui sont là. Hein. C'est-à-dire, s'ils étaient terrifiés par le changement, ils ne seraient jamais créés des PME. Hein. Mais non, mais attendez, tout est relatif. Non, mais parce que là, c'est le quotidien. Tout est relatif. Un patron de PME, seconde après seconde, il est terrifié en disant « j'ai fait un truc hier, et ça y est, je dois faire un autre truc demain ». Non. Bertrand, attendez, on fait le sondage. C'est pas mon discours. C'est pas mon discours. Je suis chef d'entreprise, je le fais tous les jours. Mais là, c'est sans fin à une vitesse qui me dépasse. Et qui, je suppose, je passe à la dépasser. Non, Bertrand, pas qui me dépasse. À un moment donné, je suis devant. Très vite, je serai dépassé. Mais au moment où je suis devant, je vous assure, c'est le pied total. Après, vous n'êtes pas mort. Hein. Vous êtes juste en train de regarder le copain qui est en train de réussir à côté de vous. Ça s'est passé comme ça, exactement, hein, quand la France était la Silicon Valley de la révolution industrielle, juste avant la Première Guerre mondiale. Nous, on inventait tout. À Toulouse, on inventait l'aéronautique. Vous avez plein de boîtes qui créent. Vous savez, Blériot, on parle toujours de Blériot qui traverse la Manche. Mais Blériot, ce n'était pas un aventurier, c'était un industriel. Hein. Le gars, il atterrit à Douvres, il a la jambe à moitié brûlée, il envoie un télégramme à sa femme en disant « Tu lances la chaîne de production, parce que là, on va avoir de la demande quand ils vont se faire qu'un Blériot a traversé la Manche. » Et bien, effectivement, il s'est planté, hein. Il a fait faillite après. Il a été dépassé. Le pauvre Blériot, il n'a pas inventé le réacteur. Bah oui, t'es drôle. Mais ça fait rien. Le jour où il a commencé à développer comme ça, non seulement, un, il a pris son pied, enfin, si je puis dire, ou sa jambe, en l'occurrence, mais deux, surtout, il a préparé la force de la puissance industrielle française. C'est parce que tu as plein de gens qui vont se passer le relais en disant « Moi, j'ai une idée, je la fais, ça marche, je suis super content. » Après, boum, ça s'arrête. Et ben, c'est chacun son tour. Yahoo a laissé sa place à Google. On n'en a pas eu, nous, des Yahoo, des Google. On l'a refusé. Quand en 2000, on investissait là-dedans, on a dit « Oh là là, il y a eu un crack Internet, il faut qu'on arrête, vaut mieux qu'on revienne dans l'industrie ancienne. » Super, bravo. Hein, effectivement, tu as tes gamins qui continuent à nourrir Google. Et toi, tu ne le fais plus chez toi. Non, c'est pas terrifiant. Et après, évidemment, par rapport à ce que vous dites, Bertrand, je vous rappelle juste, on est 8 milliards et on a des dérèglements climatiques. Donc là, on est dans le plus grand changement de tous les temps. Oui, c'est pas confortable. Oui, on se dit, oh là là, ça me donne une petite fatigue quand même. Mais il n'y a pas le choix. Moi, je crois personnellement, vous voyez, alors là, pour le coup, on est presque dans la philosophie, que pourquoi l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois qu'elle a été confrontée à des problèmes qui pouvaient la remettre en question, eh ben, elle a trouvé la solution. Mais dans ces cas-là, on est d'accord que c'est fatigant. Alors, vous voyez, Bertrand, je ne suis pas sûr que ce soit l'opinion mondiale que vous êtes en train d'exprimer, je pense que c'est plutôt l'opinion française. Excusez-moi. Je rappelle juste, hein, l'année dernière, on a le président qui dit on vit une guerre mondiale. Un truc incroyable, une pandémie, tout le monde est tétanisé, on a les villes mortes, on a l'impression qu'il y a eu des bombes atomiques partout. C'est un truc dont on se souviendra tout le temps. Hein. Vous vous souvenez, ça c'est au mois de mars, avril, mai, on se dit on va déconfiner. Juin, on dit bah allez, on tente, on sort. On est en mai 45 là, vous voyez, ça y est, on sort enfin des abris, la France est ruinée, mais on se dit ça y est, la guerre est peut-être finie. Et vous savez ce qu'ils font en mai 45 ? Ah non, pardon. En juillet 2021, les Français, ils partent en vacances. Vous voyez que nos grands-parents, en juillet 45, ils sont partis en vacances. Je vous dis tout de suite, hein, non, non. Ils ont dit, on se retrousse les manches, on est content d'être vivant et on y va. Donc là, effectivement, si on dit c'est terrifiant, oui, on est d'accord, oui, on a vu, ça terrifie en disant, ah non, les vacances quand même, je pars en vacances, quoi. D'ailleurs, économiquement, je vais faire marcher le tourisme. Hein. Donc c'est super, hein, je relance. Oui, ok, d'accord, mais quand même, c'est peut-être pas la priorité totale. Donc Bertrand, je suis d'accord que c'est évidemment quelque chose qui va
nous changer énormément, qui va être fatigant, mais moi, je crois franchement qu'il est absolument exaltant, enthousiasmant. Vraiment, Bertrand, moi, ce que je vois en ce moment, parce que c'est pour ça que je vous réponds un peu longuement dans ma réponse courte, hein, mais c'est pour ça que je vous réponds comme ça, parce que vraiment, en ce moment, quand on parle de tout ça, y compris quand on est à Glasgow, des trucs où on voit des choses internationales, vous avez vraiment deux parties de la population. Les gens qui sont désespérés, inquiets, qui disent il n'y a plus rien à faire, qui sont dépressifs, et ça ne dépend pas de l'âge marqué sur la carte d'identité. Vous avez jeunes, vieux qui peuvent ranger dans cette catégorie. Et de la même façon, ça ne répond pas à la carte d'identité des gens qui disent « Waouh, non, attends, là, il y a un truc qui va se passer, qui est en train de se passer, je veux en être. » Et là, évidemment, c'est fatigant, mais c'est quand même le sel de la vie, quoi, de se fatiguer à faire quelque chose d'intéressant. Je vous dis, moi, je pense que franchement, c'est l'ADN du chef d'entreprise. Pourquoi vous faites ça? On est d'accord, c'est pas pour gagner de l'argent, la plupart, enfin peut-être un ou deux dans la salle. Mais c'est pas l'ADN du chef d'entreprise. C'est faire un truc qui me plaît quand je me lève le matin. C'est ça que vous devez expliquer à vos gamins d'ailleurs, hein, quand ils vous disent « Est-ce que je dois créer une entreprise, maman ou papa ?» Mais bien sûr, tu dois créer un truc qui va faire que tous les matins, quand tu te lèves, tu te dis « Waouh, je suis content hein. !» C'est ça, hein, le truc, être fatigué. C'est donc ce que je vous disais au début. Il va falloir apprendre à évoluer en permanence. On est d'accord. Voilà. C'est-à-dire il faut apprendre à ne pas être fatigué. Et Bertrand, au passage, on fait des métiers proches, hein, puisque vous êtes dans la formation, moi aussi. On a aussi là à reprendre le modèle de A jusqu'à Z, hein, chez nous. Intéressant aussi. Hein, parce que si on a un vrai gros problème, c'est quand vous regardez nos enfants à l'école, hein, en disant « Oula, ah oui d'accord, ah oui, on n'y est pas du tout. Hein. » Je dis pas, je jette pas la pierre à mes collègues, hein, nécessairement. Parce qu'ils seraient prêts à changer, mais impossible. On est dans un truc où alors là, le rétroviseur, c'est même pratiquement l'obligation. Hein. Commencer à mettre un tout petit peu le nez à la fenêtre, poum, tu prends un coup sur le nez. Par le ministre ou par le syndicat. Enfin, vous voyez, si je résume vite, hein, vous ne m'enregistrez pas là-dessus. Hein, et quoique d'ailleurs, à la limite, à un moment donné, il va falloir le dire. Quoi, hein, donc, vous voyez, on est d'accord hein, que quand vous êtes en train de regarder, à quel moment on va décider à apprendre à coder aux enfants. Vous voyez, à coder, c'est quand même important. Quoi. Ah ouais, non, mais attends, tu comprends. Un, qu'est-ce qu'il va falloir enlever dans le programme? Et deux, il va falloir former les enseignants. On est d'accord, on revient à votre remarque, hein, Bertrand. Ouais. Ben ça, c'est français, on est d'accord. Hein, que les petits Indiens, ils ont depuis 15 ans l'idée que même quand ils sont analphabètes, ils vont apprendre à coder. Hein, et que c'est comme ça que l'Inde est en train de se développer. Comme quoi ça marche quand on a de la stratégie. C'est pas forcément reposant, mais ça marche. Donc pour moi, c'est intéressant. Pardon, hein, Bertrand, j'ai rebondi. On va croire qu'on a préparé le sketch. donc, voilà. Pour les questions supplémentaires, je vais vous inviter à patienter jusqu'au cocktail. En attendant, vous pouvez aller mettre des petits cœurs sur Twitter. Et je vous invite à rejoindre l'amphithéâtre pour accéder au show sur les 10 commandements des entrepreneurs. Merci encore.